Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre magazine d'actu dans le Finistère. Elle fait partie de l'ADN de Brest et cette année fête ses 40 ans. Elle, c'est bien sûr la librairie Dialogue. Le 24 mai 1976, Charles Kermarec et sa sœur Marie-Paul ouvrent rue Louis Pasteur, un lieu dédié à la lecture, un lieu déjà moderne car oui, ici, on a le droit de flâner, de toucher les livres et même, pourquoi pas, de se griller une petite cigarette. Bref, une révolution à l'époque. On en parle avec nos invités. Charles Kermarec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la librairie Dialogue et Hervé Hamon est à vos côtés. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes écrivain de marine, documentariste. On vous retrouve aussi chaque semaine dans les colonnes du Télégramme avec votre billet hebdomadaire Courant d'air. Et vous avez justement cette semaine dédié votre dernier papier à la librairie Dialogue et leur fondateur. Bonjour à vous deux et merci de votre présence ici. Charles Kermarec, joyeux anniversaire. Merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je suis heureux, j'espère revenir dans 40 ans vous voir. Ah bah, ce sera avec plaisir et bien avant cela. Alors on vous retrouve tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Alors Ludovic Jean, regardez, il est un peu fatigué, hein, il a eu la chance de suivre les filles du BBH, le Brest-Bretagne Handball à Paris, les vainqueurs de la Coupe de France de hand. Un exploit, hein, Ludovic. Les filles viennent d'écrire une nouvelle page du handball en France. Un exploit en effet, Christophe, c'est la première fois qu'une équipe de deuxième division féminine remporte cette Coupe de France. Brest qui réalise le doublé championnat-coupe et qui jouera donc la Coupe d'Europe la saison prochaine, saison exceptionnelle des joueuses de Laurent Bezeau. Ouais, un exploit pour une équipe de Ligue 2. Beaucoup de supporters bretons ont fait le déplacement dans la capitale. C'est bien sûr l'événement sportif du week-end et on voit cela tout à l'heure avec Ludovic. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité de ce lundi 23 mai dans le Finistère. Et l'image du jour, c'est l'opération coup de poing de Greenpeace à Douarnenez. À 6h50 ce lundi, 25 activistes bloquent l'accès à l'usine Petit Navire. Enchaînés, les membres de l'ONG bloquent l'accès au site industriel. L'entreprise finistérienne est leader national. Dans le thon en boîte, l'organisation écologiste demande à l'industriel de changer ses méthodes de travail. La pêche thonière tropicale utilise le DCP, un dispositif de concentration de poissons pour maximiser les prises, un procédé qui générerait 2 à 4 fois plus de rejets qu'une technique plus traditionnelle. À l'heure où nous enregistrons cette émission, les membres de Greenpeace occupent toujours le site Petit Navire de Douarnenez. Le blocage des raffineries de pétrole perdure et les conséquences se font sentir. Peut-être avez-vous passé votre week-end, comme beaucoup d'entre nous, à chercher désespérément de l'essence. Dans le Finistère, ce lundi matin, le réapprovisionnement des stations continue, mais la situation est loin d'être encore facile pour les automobilistes, comme l'a constaté Margot Durand. Regardez, je suis sur la pompe, je suis sur la réserve. Ils étaient des dizaines encore ce lundi à prendre leur mal en patience. Le carburant se fait rare depuis la semaine dernière et certains ont peiné à faire le plein. On vient juste de trouver une pompe à l'essence, ça fait 3 jours qu'on est en train de chercher de l'essence partout, quoi. Ah non, il n'y a aucun respect là, il y a des personnes qui ont pris des bidons et ils n'en avaient rien à faire que les autres ils aient de l'essence ou pas, quoi. Ils voyaient leur petite personne, je suis d'accord que, et nous aussi tout le monde travaille et il faut faire avec, quoi. 20 litres c'est 20 litres pour tout le monde. La situation de pénurie a entraîné des tensions. Dans une station-service située près du port de commerce de Brest, le ton est monté. Le beau-père d'une collègue qui se fait agresser au Moulin Blanc, à la station du Moulin Blanc parce qu'il faisait passer en priorité un taxi qui transportait du sang. Et donc ils n'ont pas apprécié cela et qui n'ont pas compris la situation et qui ont tapé dessus. Certaines grandes surfaces se sont vues dépassées par le flux des usagers en quête d'essence, alors il a fallu s'organiser et réquisitionner de la main-d'œuvre. Donc on a quand même réussi à gérer plus ou moins la crise en ayant quasiment un camion tous les jours. Vendredi, samedi, la direction, même notre patron, et puis avec l'aide de 6-7 employés, nous avons donc essayé de gérer l'afflux de véhicules autour du magasin et autour de la station. Les uns et les autres espèrent un rapide retour à la normale d'ici les prochains jours. Les pompiers de Plouguerneau ont invité le public à découvrir leur activité ce samedi. Secours routier, formation des jeunes sapeurs-pompiers et aussi visite du fameux camion rouge. Les parents avaient une idée toute trouvée de sortie pour ce samedi et Frédéric Lorenzon était sur place.
Et maintenant, tu appuies sur la trompette. Qu'est-ce qu'elle fait la trompette? Elle fait la sirène. Ah ouais, elle fait... Opération porte ouverte au centre de secours de Plouguerneau ce samedi. Les pompiers renouvelaient une démarche abandonnée depuis quelques années. L'occasion de montrer leur savoir-faire à la population. Découvrir un peu les moyens qui à notre disposition avec le service départemental d'incendie et de secours. Et de faire un peu vivre ce centre, comme on est en zone artisanale, on est un peu loin de tout le monde. Donc c'est un peu l'occasion d'avoir un peu des Plouguerniens et autres à venir nous voir. Le centre de secours de Plouguerneau compte une quarantaine de volontaires, mais aussi une section de jeunes sapeurs-pompiers âgés de 12 à 17 ans. Section GSP Plouguerneau, garde à vous, à vos rangs, à vos fonctions, chef de détachement, chef binôme d'attaque. Une fois par mois, ces jeunes s'entraînent à se préparer comme futurs soldats du feu. Un jeune sapeur-pompier, c'est un peu l'école avant d'être formé. C'est de la formation sur 4 ans. On fait beaucoup de sport, du secourisme, des manœuvres incendie, pour après pouvoir être opérationnel en tant que pompier volontaire. On a un rassemblement prévu le 11 et 12 juin à Pont-l'Abbé, où on va pouvoir défendre nos couleurs et notre caserne par rapport aux autres GSP en fait. Et du coup, on va pouvoir faire une manœuvre incendie, deux manœuvres secourisme. Démonstration des jeunes sapeurs plouguernéens, mais aussi démonstration de leurs aînés dans cette opération de désincarcération. Succès garanti auprès du jeune public, de quoi faire naître peut-être des vocations. Je voulais, mais je veux pas trop. Pourquoi? Parce que c'est un peu dangereux. On essaie de montrer à nos enfants qu'il y a des gens qui donnent un peu de leur temps pour les autres. Et du coup, il joue beaucoup aux pompiers, même s'il a dit que l'inverse tout à l'heure. La journée faisait place aussi à la prévention routière. Le centre de secours avait réservé une place aux partenaires comme l'association Owen qui se bat pour faire reconnaître la dangerosité des médicaments au volant. Dans le cadre du printemps de l'architecture, les visites des maisons d'architectes sont organisées jusqu'au mois de juin. Ce samedi, les propriétaires de la maison Les Énors, une construction atypique datant des années 60, ont ouvert leurs portes à une cinquantaine de visiteurs. Ils ont pu découvrir l'intérieur de cette construction, née de l'esprit de l'architecte Le Flanchec. On regarde tout de suite le reportage de Frédéric Lorenzo. Ce groupe ne visite pas un parc dédié à l'art contemporain, mais se trouve sur le toit d'une maison. Une construction qui fête cette année ses 50 ans, baptisée Les Énors et imaginée par l'architecte Roger Le Flanchec. Ses formes sont en fait des puits de lumière. Il faut se positionner par rapport à une époque. On ferait ça maintenant, ça ne surprendrait pas grand monde. Bon, à l'époque, c'était une révolution. Ça m'a fait plaisir puisqu'il y avait l'occasion de la visiter et que je connaissais un peu Le Flanchec indirectement. De voir cette maison qu'on fantasme un peu parce qu'on voit juste un linéaire au milieu des arbres. Là, donc on se demande ce qui s'y passe exactement. Donc là, on va le savoir. La visite est organisée par le CAE, le Conseil en aménagement, urbanisme et environnement du Finistère, dans le cadre du printemps de l'architecture. Les visiteurs sont accueillis par la propriétaire. La maison a été commandée par ses parents dans les années 60. L'architecture originale semble bien loin du traditionnel breton et pourtant, elle est empreinte de symboles régionaux et familiaux. On a toutes les allégories qui sont liées à la famille de Kérothème par justement différents symboles. La foi, le temps, le cœur pour la générosité, le caducée car monsieur de Kérothème était donc docteur. À l'intérieur, la pierre de la falaise est apparente. La distribution des salles présente une luminosité surprenante pour cet architecte. Nous nous retrouvons maintenant dans le salon du manoir de Les Énors, qui, comme vous l'avez vu, est de grande dimension. Ce qui m'intéresse vraiment là, à la pratique intérieurement, c'est la qualité de lumière. On comprend bien tout l'intérêt des puits de lumière sur la terrasse. La fluidité de l'espace aussi, on passe d'une pièce à l'autre de manière vraiment tout à fait intéressante avec ce fil conducteur là, qui est la roche, là, qui vraiment qualifie aussi bien sûr toute la maison. Pour la propriétaire, ouvrir et expliquer sa maison est primordial. Cette maison est inscrite à l'inventaire et c'est une maison qui interpelle. Et quand c'est des gens qui nous demandent de la visiter, j'ouvre toujours. C'était des gens, des architectes pour la plupart, et je trouve que c'est toujours intéressant de montrer l'œuvre de Le Flanchec. Le printemps de l'architecture et la découverte de surprenantes maisons dans le Finistère se poursuit encore jusqu'au mois de juin. Allez, après cette page actu, on passe à l'instant sport.
Une vingtaine de pilotes de chars cerfs-volants étaient réunis ce week-end sur la plage de Pentré à l'Estrevette. Ils devaient courir pour la finale du championnat de France, mais la pénurie d'essence a privé les compétiteurs de compétition. Frédéric Lorenzon, lui, a pris sa voiture, pas de souci d'essence, il est allé les rencontrer. Calme apparent sur la plage de Pentré ce week-end. À l'autre bout de la grève, autre ambiance, quelques fous de vitesse avec leurs drôles de machines enchaînent les longueurs à plus de 60 km/h au ras du sable. Bienvenue à la finale des championnats de France de chars cerfs-volants. Enfin presque. L'organisateur, le club de l'Estrevette, a joué de malchance. Avec la pénurie d'essence, les officiels ont annulé leur venue et de fait cette manche ultime du championnat. Alors malheureusement, la décision fédérale a été prise très vite parce que maintenant, via les réseaux sociaux, ça communique hyper vite. Et à 12h30 vendredi dernier, j'ai appris la nouvelle qu'en fait la décision fédérale était d'annuler du coup cette finale de championnat de France. Bien sûr, un peu déçu, surtout que la décision a été prise au dernier moment, donc on était déjà sur la route lorsque on l'a su. On a quand même décidé de venir, bon nombre ont décidé de venir pour soutenir le club, et puis les prévisions étaient bonnes, donc quand on a su que quand même des manches allaient être lancées en convivial, non officiel, on s'est dit allez on y va, on va rouler, on va se faire plaisir, on va faire plaisir au club qui est organisé, qui s'est décarcassé pour nous. Une vingtaine de compétiteurs venus de toute la France ont donc enchaîné les manches conviviales, de quoi profiter de la superbe plage de Pentré, y compris pour ce Montpelliérain qui a fait 1200 km pour rejoindre la Bretagne. Le langage du char, on l'appelle un billard, hein. C'est très roulant, c'est très agréable, pas de bosse, pas de rivière, hein. Parfait. C'est une addiction, hein. C'est le plaisir aussi de voir les amis, les courses, tout ça, voilà, tout c'est ensemble. Un beau terrain de jeu, mais un sport physique et aussi très technique. Il y a des options à prendre, chacun choisit en fonction de la surface de sa voile, des pneus qu'il a choisis, et beaucoup d'options, comment il a gonflé ses roues. Si elle est plus dure, on va prendre des pneus moins larges et plus gros diamètre. C'est un sport qui c'est assez long à apprendre, à devenir dans les meilleurs. Au final, les 2 jours de rencontre ont permis de disputer une dizaine de manches conviviales. Le char cerf-volant, c'est avant tout une belle histoire de passionnés. Et vous aurez rectifié par vous-même, on parle bien de la plage de Pentré et non de Pentré. Allez, Ludovic, on va parler avec vous tout de suite de l'événement sportif du week-end, voire l'événement sportif de l'année dans le Finistère avec la victoire du BBH samedi à Brest, le Brest-Bretagne handball dans les matchs d'Erad. C'est celle de Brest contre celle de Toulon. Les filles de la Cité du Ponant ont réellement triomphé. Mais avant le match, le BBH a aussi remporté une autre victoire, celle de l'ambiance. Les supporters ont réellement mis le feu à Bercy. Et c'était à Paris, oui, effectivement. Le club. Vous avez dit Brest juste avant, mais c'est pas grave. Bon. Le club, alors oui. Le club avait vendu quelques 1200 billets à ses supporters pour cette grande finale. La plupart d'entre eux s'étaient donné rendez-vous aux Aurores samedi matin pour rejoindre Ankara, la capitale. Alors arrivés sur place, les terrasses de café bordant Bercy ont été prises d'assaut, comme on le voit sur ces images. Il faut dire qu'il faisait très chaud samedi à Paris, alors il faut bien penser à s'hydrater. Très chaud également dans la salle où ils étaient en réalité bien plus de 1200 à porter les couleurs brestoises. On peut raisonnablement tablé sur 2000 supporters car il flottait des drapeaux bretons ici et là dans cette magnifique enceinte de l'Accor Hotel Arena. En face, les supporters toulonnais peinaient à se faire entendre, véritable raz-de-marée et donc un match des tribunes remporté sans conteste par les Brestoises. Après, il restait quand même un match à disputer sur le terrain. Oui, on a vu le Guanaduc qui flottait en effet pas mal à Bercy. Sur le côté sportif, les filles ont brillé face à Toulon et c'est peu de le dire. Oui, en plus c'était quand même, il faut rappeler, un adversaire de première division en face, Toulon, de Brestoises qui n'ont pas du tout semblé écrasés par la pression. On va voir le résumé de cette rencontre. Il faut quand même rappeler qu'on était dans une enceinte de 16 000 places, alors pas complètement remplie, mais beaucoup de monde quand même samedi soir. Des Brestoises qui vont bien rentrer dans leur match avec encore une très grande Daniela Pereira dans les cages du BBH, la portugaise qui disputait son dernier match sous les couleurs brestoises, a totalisé 15 arrêts dans cette rencontre. Brest qui a donné un sentiment de maîtrise et de sérénité tout au long de la partie, plus 4 à la mi-temps, 13-9. Et puis au retour de vestiaire, le BBH va rapidement compter 6 buts d'avance. Une excellente également Marta Mangué, l'internationale espagnole, qui a rayonné au cours de cette finale.
Mais globalement, c'est tout le collectif brestois qui a brillé, une défense de fer, une attaque de feu. Score final 25-16, le tout dans une ambiance assez incroyable, on le voit avec ces images. Grand moment de sport, saison de tous les superlatifs pour les Brestois. 29 matchs, les Brestoises, pardon, 29 matchs, 29 victoires, coupe et championnat confondus. Et Brest, on le répète, qui est donc le premier club de Division 2 à inscrire son nom au palmarès de cette Coupe de France. Et Brest qui en plus l'année prochaine, cerise sur le gâteau, et jouera en LFH. Alors, messieurs, est-ce que vous avez suivi un peu justement l'aventure du BBH, Charles Kermarek? J'imagine que... Dans le journal, hein, on dit dans le journal. Dans le Télégramme, non? Dans le Télégramme, en effet, j'ai vu ça. J'ai vu que elles ont été à la hauteur de Brest, quoi, surclassant Toulon de tous les points de vue. Hein, pour l'amoureux de la mer que vous êtes, Hervé Hamon, le match des Rades. Oui, absolument. Le match des Rades, mais la nôtre, il y a du marnage, il y a du marnage, il y a du flux, voilà, ça a plus poussé par ici. Alors, Ludovic, on change de registre et on parle de Rennes sur roulette, un événement qui s'est déroulé dimanche à Rennes. Et chez les hommes, c'est le Belge Bart Swings, actuel leader de la Coupe du Monde, qui a remporté pour la 3e année consécutive le marathon de Rennes sur roulette, dont c'était la 34e édition ce week-end. Il devance le champion du monde français Ewen Fernandez. On va tout de suite voir les images. Une deuxième manche de la Coupe du Monde qui s'est déroulée dans des conditions dantesques, comme vous pouvez le voir, et qui a été marquée par de nombreuses chutes. La bonne nouvelle quand même, et c'est une surprise, avec la victoire chez les dames de la costarmoricaine Maëlan Leroux, et elle s'est imposée au sprint devant une Allemande, Katharina Rumpus. Et puis on reste dans les sports à roulette avec une belle affiche de ring hockey. Ça sera à suivre en direct samedi prochain sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes. Les Sud Finistériens de Plonéour-Lanverne iront défier Quévert à l'occasion de la 21e journée de National 1. Coup d'envoi à 20h30. Merci Ludovic, Rennes sur roulette que vous avez pu suivre aussi sur les antennes de TVO, TB Sur, TB Sud et TVR dimanche après-midi. Allez, on passe tout de suite à nos invités. Allez, 7 ans, 1976, couvre ses portes à Brest la première librairie Dialogue, à l'époque 450 mètres carrés d'espace dédié aux livres sous toutes ses formes. Un lieu unique à l'époque puisque la sœur et le frère Kermarek, Marie-Paul et Charles invitent littéralement les Brestois à flâner, feuilleter les livres, dévorer les BD, tout en se grillant, ce que je disais tout à l'heure, même une petite cigarette. La librairie fête ce lundi ses 40 ans. Charles Kermarek, vous êtes le cofondateur de la librairie Dialogue. Qu'est-ce qui vous a poussé en 1976 à ouvrir une librairie à Brest? Comment fait-on les choses? Tout le temps un peu par hasard et puis par nécessité aussi. Ma sœur, c'était son idée, voulait devenir libraire depuis son plus jeune âge et puis à l'époque de passer ses examens en fac de droit, elle a un accident de voiture, elle se retrouve à l'hôpital dans le coma, elle ne passe pas ses examens, elle dit il est hors de question que je repique, que je redouble. J'ai toujours voulu être libraire, je vais le devenir. Elle écrit aux 2 libraires de la place pour leur demander de l'employer. Elle essuie 2 refus et elle se dit qu'à cela ne tienne, je vais le faire. Et elle avait repéré un petit local d'une 50aine de mètres carrés en bas des marches de l'église de Guipava. Et je lui ai dit, mais ma pauvre fille, si tu veux vendre des livres, c'est pas là qu'il faut aller parce que tu vendras peut-être quelques bics, des rames de papier, éventuellement une fois de temps à autre le télégramme et un bouquin, mais ça sera sûrement pas une librairie. Et je lui ai dit, écoute, je viens en vacances à l'été 75, là, je t'aide pendant mes vacances et j'y suis toujours. Voilà. Alors, justement, l'offre ne correspondait pas forcément à vos attentes puisqu'on est loin, justement, de la librairie qui se faisait en temps. Mais écoutez, on a ouvert, donc Marie-Paul avait 24 ans, Geneviève Lehir, qui est toujours là et qui va partir en retraite dans peu de temps, on avait 22, et moi j'étais un dinosaure, très âgé, j'avais déjà 28 ans. Et on est en 76, revenez juste quelques années en arrière, c'est 68. Et il est clair qu'un une gamine de 24 ans, une gamine de 22 ans, un jeune homme de 28, qui ont vécu à cette époque-là, n'ont pas du tout dans la tête le même esprit le même schéma que celui qui était celui des libraires d'antan. C'était des types remarquables, mais des notables, les bourgeois de la ville. Et vous rentriez dans les librairies à l'époque, petites, compassées, et vous mendiez.
l'aumône d'un conseil à monsieur le libraire, hein, qui, s'il était bien luné, consentait à vous le donner. Il est évident qu'on n'était en aucune façon dans cet esprit-là. On a ouvert les portes en grand, on a mis des fauteuils, ce qui était... Ça ne se faisait pas à l'époque, C'était inconcevable, quoi. Hein. Et vous l'avez dit, à l'époque on pouvait fumer à peu près partout, on a posé des cendriers, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, vous êtes chez vous, asseyez-vous, empruntez les bouquins. Même ça, toucher un livre, c'était compliqué dans une librairie à l'époque. Hervé Hamon. Non, on n'avait pas le droit. Dans les librairies, il n'était pas question de toucher aux livres. Effectivement, la librairie que Marie-Paul et Charles ont inventée, c'était une librairie où on avait le droit de toucher, où c'était permis. C'était pas, voilà, on avait le droit de toucher, de s'asseoir et de mettre le nez dedans, de refermer d'ailleurs si le livre vous plaisait pas. C'est un tout autre rapport. Pas seulement aux clients, c'est un tout autre rapport à la culture. On a ouvert grand les portes, et fait en sorte que les amateurs de livres puissent s'approprier la librairie, les livres, et faire en sorte d'être chez eux. C'est devenu aussi un lieu de rencontre, l'Agora, hein, c'était ça, un lieu où on passe, où on vient, on discute. Ça, c'était aussi important pour développer la lecture et ben voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les livres, je dirais, classiques, il y a tous les genres, Hervé Hamon, qui sont dans cette librairie Dialogue. L'idée, c'est de faire venir des écrivains. Et moi, la première fois que je suis venu à Dialogue, c'est en 1979, à l'occasion de mon premier livre, qui est un livre sur la guerre d'Algérie, qui s'appelait Les porteurs de valises, et invité par Charles, dont j'ai fait la connaissance à ce moment-là. Donc ça fait quand même un certain moment, et qui avait d'ailleurs, il n'y avait pas assez d'espace dans la librairie, et qui avait loué une salle de l'université, si je me rappelle bien. Mais l'idée que les auteurs doivent venir et doivent être au contact des lecteurs, c'était une idée neuve aussi. Autant que d'avoir de la BD dans le... les auteurs n'allaient pas au devant, au contact justement du public. Ce qui existait, c'était des dédicaces, des séances de signature. C'est pas pareil, des simples séances de dédicaces, vous appelez comment? Oui, merci, au revoir. Et un face-à-face avec un auteur et la capacité de lui, ou la possibilité de lui poser des questions, toutes les questions, sans exclusif, sans interdit. Et ça change réellement le... Aujourd'hui, il y a des millions de foires aux livres, de fêtes du livre, où les auteurs sont alignés comme des bœufs, et avec leurs plantes vertes, dans le meilleur des cas, et où ils sont là pour faire un gris-gris. Mais il n'y a pas de contact avec le public, il n'y a pas de contact avec le lecteur. Chaque fois que Dialogue, moi, m'a invité, et ça peut être en fait à chaque livre, je le crois bien, parce que Charles est un homme de fidélité, eh bien, c'est une rencontre avec les lecteurs. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ce que nous avons en commun, les lecteurs. Vous parlez justement des lecteurs, hein, on parle souvent de la Bretagne comme un territoire un peu à part, un peuple différent. Les Bretons sont-ils plus exigeants en termes aussi de lecture, de littérature? Charles et Hervé, je vous laisse répondre l'un après l'autre assez rapidement. Brest est une des villes où on lit le plus en France. On constate à la bibliothèque municipale, on constate à la librairie, mais on constate aussi que le Quartz est le théâtre le plus fréquenté des théâtres de province. C'est pas sans raison. Il y a une ville jeune, une ville formée. Hein. Ici, le taux de réussite au bac est exceptionnel, public et privé confondus. Il y a une université active, jeune. Il y a une marine nationale qui emploie un nombre important de personnels qui sont formés, qui ont du temps et qui ont des revenus satisfaisant. Et tout ça, ça fait un terreau qui permet en effet d'alimenter les différentes institutions culturelles qui travaillent de concert, qui travaillent très bien ensemble les unes les autres. Et c'est une des raisons qui explique cette excellence. Au fond, en handball on gagne, mais en livre on gagne aussi. Alors, dernière question hein, aujourd'hui à Librairie Dialogue. Hein, c'est une belle PME, 65 salariés, travaille au sein du groupe qui réalise plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires entre Brest et Morlaix aussi. Un peu plus si on compte Morlaix. Ouais. Un peu plus si on compte Morlaix. Qu'en est-il de demain, Charles Kermarek? Votre Librairie Dialogue? Écoutez, elle est indépendante. C'est une des trois plus grosses librairies indépendantes en France. Hein. Oui, elle est indépendante, elle emploie un personnel de qualité qui sait pourquoi il est là. Enfin, je pense. Et aussi longtemps que le personnel qui y travaille saura pourquoi il est là, c'est-à-dire d'une part pour servir et d'autre part pour illustrer et défendre la liberté d'expression, alors la librairie Dialogue prospérera parce qu'elle saura répondre aux attentes de ses clients. Et dans ce cas, son avenir est assuré. Quel il sera précisément, avec qui?
au fond, ça a une importance relative. Je dirais que sa singularité, c'est quand même d'abord que ce sont des libraires qui lisent et qui lisent avec une curiosité, qui dévorent. Et ça, les marchands de livres, il y en a plein, mais les marchands de livres ne lisent pas. Et pour voir des marchands de livres, rencontrer des marchands de livres qui lisent, il suffit de se rendre à la librairie Dialogue qui fête cette année ses 40 ans. Merci messieurs d'être venus sur le plateau. Merci Ludo, on se retrouve la semaine prochaine, sans problème. Sans problème. Bon, reposez. Reposez. Merci à tous, ainsi s'achève l'instant T. On se retrouve bien sûr demain à la même heure. D'ici là, bonne soirée sur TBO.